Le 16 octobre 84, le petit Grégory Villemain, 4 ans, était retrouvé mort, ligoté dans la Vologne. Une rivière des Vosges, personne ne le sait encore, mais ce fait divers va devenir l'une des affaires criminelles les plus retentissantes de l'histoire judiciaire. Une histoire hors norme qui, par son mystère, sa cruauté, ses multiples rebondissements, va tenir la France en haleine pendant des années, à la manière d'un feuilleton dont on ne trouvera jamais la solution. Récemment, il y a quelques mois, l'affaire a rebondi, presque 15 ans après... 30 ans après le début, mais 15 ans qui s'était peu ou rien passé. Oui. Voilà, je suis content moi, de vous recevoir. Patricia Tourangeau, donc vous avez écrit ce livre, Grégory, la machination infernale chez Le Seuil les Jours. Denis Robert, J'ai tué le fils du chef chez Hugo Doc. Je commence par vous, Denis Robert, parce que j'allais dire, vous êtes le local de l'affaire, mais oui, on vous connaît pour l'affaire Clearstream, pour tout ce que vous avez fait depuis une vingtaine d'années, mais peu de gens finalement savent que vous étiez l'un des premiers à couvrir l'affaire Grégory. Vous êtes arrivé quand sur les lieux, très exactement, pour Libération, en l'occurrence? C'était vraiment mes débuts dans le journalisme, c'est-à-dire que j'avais pas de carte de presse à l'époque, j'étais pigiste depuis quelques mois à Libération, et je débarque le lendemain de la découverte du corps, quoi. Donc le corps est découvert à 21h30. Il y a la presse locale, qui envoie la photo qui paraît dans la Liberté de l'Est, donc le 18. Moi, j'arrive le 19 octobre. Le 18 octobre. Et donc, je me dis que c'est un fait divers déjà incroyable par la photo. La photo était très très forte. On voit ces sauveteurs qui... Très dur, hein. Oui, et puis dur. Avec les liens lâches de l'enfant, le bonnet sur les yeux. Donc Libé avait à l'époque une culture de faits divers assez importante. C'est-à-dire qu'on a toujours pris les faits divers comme un prisme de la société. Donc moi, j'adorais écrire sur les faits divers. Mais je pensais rester 2 jours, 3 jours. Donc je prends une chambre d'hôtel. Et puis dès le lendemain du jour où j'étais là, on apprend qu'un corbeau a posté une lettre annonçant la mort de l'enfant, alors que l'enfant était, on sait aujourd'hui, pas mort. Et puis un appel anonyme, et puis les gendarmes qui commencent à dire c'est une enquête incroyable, un loup hurle dans la jungle. Enfin, il y a eu toute une sorte de... On n'est pas dans un scénario, mais c'est comme une sorte de teaser un peu fou, quoi. Et donc, je pensais rester 2-3 jours comme un reportage, et puis je suis resté 2-3 mois, quoi, au début. Puis après, voilà, on en parle 33 ans après. Vous voyez, c'est quand même... C'est dément, quoi. Ouais. Et justement, 33 ans après, Patricia Tourangeau, vous avez couvert pendant presque, je crois, une trentaine d'années la police, la justice pour Libération. Maintenant, vous travaillez notamment pour le site Les Jours. Pourquoi vous avez eu envie, vous aussi, maintenant, de revenir sur cette affaire? C'est vrai que votre livre est une synthèse, j'allais dire, indispensable pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'affaire. Parce que c'est le fait divers majeur du XXe siècle, il faut bien le dire. Cette affaire est devenue un truc incroyable en France, à l'étranger, partout. Et moi, je l'avais suivi à travers les articles de Denis et d'autres à l'époque. Moi, j'étais étudiante en journalisme. Et quand l'affaire... dans les années 2000, quand même, j'avais traité un petit peu les rebondissements côté ADN, expertise ADN, des cordelettes, des vêtements de l'enfant. Et puis, le livre du colonel Sesma qui était sorti sur cette affaire pour Libération. Et là, je me suis dit que c'était obligé, quoi. Quand tout réapparaît, en fait, le 14 juin, moi, j'ai eu envie de faire des allers-retours entre le passé et le présent et de traiter les nouvelles investigations et les nouvelles mises en examen ça pouvait se lire qu'à l'aune du passé. Donc, il fallait retourner en arrière et reprendre tout. Donc, j'ai essayé, à travers différents personnages, de reprendre l'affaire, voilà, pour en faire une espèce de récit complet. Est-ce que ça vous a surpris l'un et l'autre, ce rebondissement-là de mai ou juin 2017 ? Oui, ça m'a surpris parce que j'étais quand même parti dans l'idée qu'on ne trouverait jamais, malgré les efforts de Christine et Jean-Marie Villemain, ce sont eux qui ne peuvent pas vivre avec l'idée que l'assassin de leur fils ou les assassins restent impunis. Et ce sont eux qui régulièrement, par l'intermédiaire de leurs avocats, demandent des actes judiciaires pour éviter que l'action publique ne s'éteigne. Et donc là, de voir... ce qui m'a surpris, c'est d'abord de voir les conférences de presse du parquet avec ces nouvelles mises en examen. Et ce qui m'a plus que surpris, ce qui m'a rendu... complètement hébété, c'est le suicide du juge d'instruction Jean-Michel Lambert, quoi. Et donc autour de moi, les questions ont refleuri parce que régulièrement, depuis 30 années,
quand les gens savent que j'étais à cet endroit-là et que j'ai suivi ça, un des rares, on n'est plus très nombreux vivants en tout cas, à avoir suivi ça, on me pose toujours des questions, quoi. Et moi, je me suis même dans mon entourage proche, quoi. C'est un truc d'anciens combattants, j'ai pas envie de parler de ça. Et régulièrement, des éditeurs, des producteurs me demandent. Et là, le déclic, très franchement, ça a été mes filles ou des amis qui me posent des questions, quoi. Et alors, c'était comment, enfin, et tout. Et comme plusieurs éditeurs m'avaient demandé, tu veux pas écrire, enfin, voilà, nous, ça nous intéressait d'avoir un livre et tout, je me suis très franchement posé la question de quel livre j'allais écrire, quoi. Et je trouve que rien, à mon sens, ne restitue mieux la folie, l'électricité, le côté coup de théâtre, tout ce qu'il avait vécu, de reprendre les papiers que j'avais écrits. Et ces papiers tiennent assez bien la route. Et même très bien la route. Parce que j'avais un regard complètement décalé. Mais si ça n'avait pas été le cas, j'aurais jamais voulu que le livre soit publié. Et ce qui se passe, c'est que le livre, j'avais eu une précédente aventure littéraire avec un livre en 2006 qui était sorti chez le même éditeur. Et le livre avait été... il y a eu des plaintes de déposées en diffamation contre certains articles du livre. Et donc, le livre avait été interdit. Donc, j'étais resté sur ce truc un peu inachevé. Inachevé. Et là, j'ai beaucoup travaillé pendant, disons, de octobre-novembre, quoi, de la forme, quelle forme donner à ce livre, à ces articles. Et je me suis rendu compte que ça ressemblait à un journal. Comme un journal à la fois intime, parce que parfois je dis « je » dans les articles, et aussi le journal au quotidien de cette affaire. Mais je ne pouvais pas me contenter de ça. Donc, je me suis dit, au début, je me suis dit, je vais faire un petit chapitre à la fin pour dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis. Mais c'est pas possible de faire un petit chapitre. Donc, je me suis remis dans l'histoire. J'ai passé des coups de fil aux avocats. J'ai fait un travail de journaliste. J'ai relu les papiers des jours de Patricia, par exemple. Et puis, petit à petit, tout ça, l'avantage que j'ai peut-être, c'est que tout de suite, c'est comme apprendre à faire du vélo, quoi. Tout de suite, les lieux, les personnages, je connais les maisons, je vois le temps qu'il faut pour aller jusqu'à Decelles, enfin, etc. Donc, c'était comme une drogue dure que j'avais consommé 30 ans plus tôt. Mais c'est très au-delà du... Parce qu'on ne peut pas... Je pense qu'on peut faire de l'humour. Hein. Il y a des tas de gens qui en font. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire de l'humour avec cette histoire. Mais il y a quand même... Au-delà du drame humain, il y a le casse-tête incroyable. Ce qui fait le génie maléfique, mais le génie de ce fait divers, c'est son insolubilité, quoi. Enfin, c'est-à-dire que quoi qu'on prenne comme scénario, même si aujourd'hui on a un certain nombre de certitudes, évidemment, mais sur la fabrication du crime, la mécanique du crime, il reste des inconnus, etc., il reste une zone d'ombre. Et chaque fois qu'on essaie de mettre en place un scénario, nous, observateurs, on va dire aguerris, comme les enquêteurs ou les magistrats, il y a très vite des impasses. Et ce rebond aussi, vous a beaucoup surpris, ces rebonds inattendus de l'affaire l'été dernier? Bah oui, ça surprend évidemment. Tout le monde était surpris parce que les enquêteurs ont travaillé en très grand secret. Mais moi, je me disais aussi, si j'ai voulu faire ce livre et tout de suite faire un feuilleton en fait sur les jours, c'est parce que très rapidement, on s'aperçoit que, outre les époux Jacobi en examen et Muriel Boll, donc qui ressort aujourd'hui, la petite belle-sœur de Bernard Laroche, qui fut le suspect numéro 1 avant d'être tué par Jean-Marie Villemain, beaucoup de gens continuaient à croire que la mère était pour quelque chose, la mère n'est pas claire. Et moi, c'est ce que je voulais aussi faire. Quelqu'un m'a dit, en fait, on pourrait l'appeler pour Christine Villemain, ton livre. Un peu. J'ai quand même un parti pris dans cette histoire et je pense qu'il est important pour les gens de le rappeler, que cette femme a été totalement injustement accusée sur la base d'éléments plus ou moins foireux, mis en scène, récoltés par le juge Lambert sous influence et ensuite validés par un commissaire qui avait sa conviction que c'était la mère. Plus un journaliste tout puissant dans la région de RTL, Jean-Michel Bézina, qui quand même avait tout un tas de médias qu'il représentait. Donc il était un peu la voix de la France quand même. Il était le correspondant de plusieurs médias. Voilà, et tous ces gens en fait ont tiré dans la même direction, comme le raconte le commissaire dans son propre livre, en direction de Christine Villemain. Et
pendant des années, elle est quand même restée inculpée pour l'assassinat de son fils pendant 8 ans, avant de bénéficier d'un non-lieu le 3 février 1993. Et malgré tout, les gens ont continué à penser que la mère était pas nette, que ceci. Et beaucoup de complotistes, encore aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, continuent. Donc il fallait le dire à un moment donné, le livre de Denis est dans le même sens. Enfin voilà, ça fallait l'affirmer, je pense. Et à ce propos, les lettres de suicide de Jean-Michel Lambert sont venues réalimenter d'une manière assez forte. Il y a eu comme un pic biorhythmique à ce moment-là sur les réseaux sociaux aussi, mais aussi dans la presse. Des journalistes se sont dit, mais ce type, parce que les lettres sont, avant de mourir, il dit d'une manière assez explicite qu'on n'est pas capable de voir la vérité en face, que cette vérité, c'est une mère infanticide. Il ne le dit pas avec ces mots-là, mais on ne peut pas lire les 6 lettres qu'il a laissées après sa mort sans penser ça, quoi. Mais pour rebondir aussi sur ce qu'elle dit, je pense que quand on est comme nous le sommes, relativement objectif, c'est-à-dire quand on a 2 neurones et qu'on réfléchit et qu'on prend les pièces du dossier, c'est pas une question de parti pris, c'est-à-dire que on est horrifié par la mécanique, comment on a pu arriver à ce délire, parce que c'est un délire médiatique, un délire judiciaire qui vient accabler cette mère qui est parfaitement, totalement, incroyablement innocente, quoi. Parce que rien que les déplacements en voiture, l'emploi du temps, je veux dire, n'importe qui, disons en 8 heures à lire le dossier, s'il prend un peu de recul, il comprend ça, quoi. Donc c'est pas le problème d'être pro ou anti, etc. C'est simplement, effectivement, de venir dire, attendez, mais arrêtez. Et alors, comment ce délire... Oui, excusez-moi, c'est-à-dire qu'après, ce qui est compliqué, là je découvre ça parce que ça fait 15 jours que le livre est sorti, donc on me pose des questions, c'est que c'est comme s'il y avait 2 camps, ou si on était opposés, enfin, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous, on a un regard qui est complètement... Moi, je suis pas là pour défendre Christine Villemain, ni pour accabler Bernard Laroche, je suis là parce que j'essaie de raconter une histoire, et je vois des pièces du dossier. Et c'est l'analyse des pièces, la continuité des choses qui fait de dire, bon oui, voilà, elle est évidemment innocente, la question ne devrait même plus se poser. Par contre, après, il y a d'autres questions qui se posent, il y a quand même un crime qui a existé, il y a eu des lettres, il y a eu un corbeau, etc. Et c'est là qu'il faut élucider la chose. Et comment ce délire médiatique et judiciaire, ou médiatico-judiciaire, a-t-il été possible, d'après vous? Comment on en arrive à, justement, devoir choisir un camp? Parce que très vite, moi, j'avais suivi, j'étais plus jeune, mais j'avais suivi l'affaire à l'époque, je me souviens aussi des sujets dans les journaux télévisés, il y en avait un tous les soirs, et très vite, les journalistes étaient sommés de choisir leur camp, justement. Mais ça, ce sont les avocats qui ont quand même imposé ça. Pour pouvoir avoir l'interview de Marie-Ange Laroche ou de Bernard Laroche, il fallait évidemment avoir fait des articles en sa faveur. Et pareil pour Maître Garot avec Christine Villemain. Donc les avocats, je trouve, ont imposé quand même ce camp pro-Laroche et ce camp pro-Christine contre le gré des journalistes. Hein. Et puis après, moi j'ai un chapitre qui s'appelle « La fabrique d'une coupable ». On voit quand même bien à l'époque comment, justement, pour défendre Bernard Laroche, ces avocats vont essayer de tirer ailleurs. Comment le journaliste Bézina, lui, depuis le début, est persuadé que c'est la mère, parce qu'il l'a vu passer le lendemain de la mort de l'enfant, derrière Jean-Marie Villemain, et il a trouvé qu'elle avait l'air d'une zombie, et pour cause, elle avait pris des médicaments pour se calmer parce que son enfant était mort. Mais lui, il interprète ça comme une attitude étrange. Et à partir de là, il va même chez le gendarme, il va à la gendarmerie, dans le bureau du capitaine Sesma, et il lui dit, vous savez, vous devriez suivre la piste de la mère. Et donc, voilà, ce Bézina, quand même, représente 7 médias nationaux avec sa femme, sous pseudo, et donc, lui, il est dans ce sens-là. Et puis après, il essaye de faire rentrer dans l'enquête son copain, commissaire à la PJ de Nancy, parce qu'il sait comme ça, il aura plus les tuyaux, que ça ira mieux qu'avec les gendarmes. Et ce commissaire, dans son propre livre qui s'appelle « Le secret de la Vologne », raconte que 3 jours après l'inculpation de Laroche et de son emprisonnement, ils font un dîner chez Gérard Welzer, donc l'avocat un des 2 avocats de Bernard Laroche. Ils mangent un couscous et les 3, le commissaire, le journaliste et donc l'avocat, se disent que il faut trouver autre chose. Pour défendre Laroche, pour sortir son terme, il faut trouver autre chose. Ils disent, pour des motivations différentes, nous allons tirer tous les 3 dans une même direction. Voilà. Et cette même direction, moi je dis, la cible, elle s'appelle Christine Villemain. En ajoutant à ça le fait que le juge Lambert, un jour dans son bureau,
disent devant Bernard Laroche et ses 2 avocats, écoutez, si vous avez meilleur coupable, je prends. Donc tout ça, voilà. Donc après, il y a les rumeurs. Donc tout le monde va essayer des journaux racontent, je sais pas, que Christine Villemain jetait ses poupées à l'eau quand elle était petite, ou qu'elle écrivait Le Corbeau à l'école, n'importe quoi. Et ça sort quand même dans les journaux, dans la presse régionale. Pourquoi la machine s'emballe à ce point-là, Denis Robert? Vous qui vous étiez dedans ou juste à côté, enfin voilà, mais en tout cas vous étiez dans la région et vous avez suivi ça. Donc il y a plusieurs ingrédients, il y a comme une juxtaposition d'éléments un peu disparates, mais qui font sens, et on comprend bien aujourd'hui. Il y a les médias, donc, ou avec des oppositions très franches dans les médias. Agence France Presse contre AP et Reuters, RTL contre Europe 1, Paris Match contre le Figaro Magazine, Libération contre le... Enfin voilà, tous les journaux, enfin Libération c'était un peu un cas à part, mais passons. Ce qui d'ailleurs me donnait cette distance que j'avais pu avoir. Donc et les journaux sont dans une sorte de surenchère, mais qui n'est pas journalistique, qui est aussi financière, parce que derrière ils savent que ça se vend, quoi. Donc les médias ont une responsabilité, mais ce n'est pas, à mon sens, la responsabilité majeure, parce sauf que effectivement Jean-Michel Bézina et son épouse ont trusté, ils ont donné un peu le tam-tam une place importante du champ médiatique de l'affaire. Il y a une responsabilité judiciaire et policière aussi. Les gendarmes, même s'ils étaient honnêtes, s'ils ont essayé de faire leur boulot, ils ont très vite été dépassés, ils étaient inexpérimentés. Au niveau de la magistrature, c'est là où ça pêche le plus, quoi. C'est qu'on a le parquet était à peu près inexistant et les juges complètement inexpérimentés. Alors, mais ça va au-delà de l'inexpérience, c'est-à-dire qu'il commet des erreurs très graves de procédure, etc., quoi. Et il y a eu un moment, c'est un moment auquel j'étais, comment dire, j'ai participé assez directement, c'est la rencontre entre Jean-Michel Lambert et Marguerite Duras, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient quand même un problème avec... Sublime, forcément sublime. Ouais, mais ces 3 personnes dont parle Patricia avaient quand même un problème de fond, c'est qu'il n'y avait aucun alibi possible. C'est-à-dire que le gamin, les parents étaient aimants, aucun mobile. Oui, pas alibi. Oui, aucun mobile, pardon. Ouais. Donc les parents étaient aimants, l'enfant était équilibré, tout se passait bien. Et pourquoi elle serait allée comme ça, noyée? Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, Lambert rencontre Jésus-Christ quand il rencontre Marguerite Duras. Parce que lui, c'est un écrivain frustré. Et quand il la voit... Moi, j'ai assisté à ça, j'ai provoqué la rencontre, je l'ai vécu de l'intérieur, quoi. Et je les ai même vécu une seconde fois, puisque quand Marguerite a rencontré Lambert à Paris, quoi. Et là, elle, dans son délire de romancière, qui utilise un personnage qui s'appelle Christine V, mais qui, dans sa tête, c'était pas vraiment Christine Villemain, c'était comme un double. Elle a envie de défendre les femmes, elle veut faire un papier qui est hyper féministe, et elle dit, d'une manière un peu dingue, une femme a le droit de tuer un enfant, l'enfant vient d'elle, etc. Elle pousse une sorte de bouchon littéraire à un point complètement délirant, mais dans sa tête. C'est pour ça que le texte, moi j'étais complètement opposé à la publication du texte. Mais elle fait sublime, forcément sublime, etc. Et ce Lambert la reçoit, il l'écoute parler, et il se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et lui, il prend au pied de la lettre ce délire d'écrivain, quoi. Et ça va pas seulement avoir des dégâts ponctuels sur un article, ça va l'habiter en permanence. Et même quand il se suicide, il y a quelque chose qui est encore présent, c'est-à-dire qu'elle lui donne une sorte de couleur, une motivation au crime. Et lui, qui est habité par l'écriture, il se fait des nœuds au cerveau avec cette histoire, et quand il voit Christine Villemain, il voit une sorte de Christine V, de dédoublement. Donc ça, vous voyez, ils avaient un vrai problème de motivation pour le crime, de motif, et avec elle, Marguerite lui a apporté un peu, c'est là où ce type est devenu, c'est complètement délirant, quoi. Ce magistrat est passé de l'autre côté, quoi. Et dans sa folie, il a entraîné tout le monde. Et comme les médias étaient pressés de vendre, après il a viré les gendarmes, il a mis les policiers. Et comme le Corbeau se délectait de tout ça, parce que l'ingrédient, quand même, l'acteur, le marionnettiste ultime, c'est quand même ceux ou ces foutus corbeaux qui viennent quand même dire bande de cons, vous ne me trouverez jamais, j'ai tué le gamin, le chef va te faire foutre. C'est d'une vulgarité. Encore là, je suis gentil quand je dis ça. Et il nargue non seulement la famille,
famille, mais il nargue la presse, il nargue les magistrats. Et 33 ans après, on en est encore avec des expertises en voix, des expertises d'écriture, des profilers, des choses comme ça. Fiasco judiciaire aussi, avant le fiasco médiatique, d'après vous? Oui, en fait, oui, tout à fait. Ouais. Oui, parce que les graves erreurs de procédure dont parle Denis, elles ont quand même provoqué l'annulation de preuves, enfin, voilà, notamment enfin, un foulage, une empreinte avec des initiales qui seraient LB, qui pourraient correspondre à Bernard Laroche. Cette expertise, par exemple, le juge ne l'a pas demandé dans les formes. Donc, il a dit aux gendarmes, vous faites demander l'expert. J'ai potassé le code pénal, je sais, c'est comme ça. Alors que les gendarmes même lui demandaient, monsieur le juge, c'est à vous de faire l'ordonnance pour commettre l'expert. Il ne l'a pas fait. Donc, des pièces comme ça ont été annulées, sans compter que l'autopsie, enfin, le magistrat instructeur, normalement, doit demander au légiste un certain nombre de choses. L'examen des viscères de l'enfant pour savoir s'il est mort, comment est-ce qu'il a pris un produit, est-ce qu'il a eu de l'insuline. Voilà, ça on ne le saura jamais. Le peu d'eau que Grégory avait dans ses poumons, est-ce que c'est de l'eau de la rivière, de la Vologne, ou est-ce que c'est de l'eau du robinet? Tout ça, voilà. Et même ces procès-verbaux de transport de juges sur les lieux pour emmener, par exemple, Muriel Boll, refaire l'itinéraire qu'elle avait décrit, sont mal faits. Et ces PV ont été annulés, ces propres PV de transport de juge, parce qu'il ne sait pas les faire. Donc ça, c'est grave quand même. Et puis après, effectivement, il y a le côté narcissique du personnage, le côté, il aurait aimé faire tout dans la vie sauf juge, hein, plutôt écrivain, reporter, journaliste, agent secret, même il voulait faire un moment. Si vous voulez, voilà, et puis il pense que cette affaire, c'est quand même, il l'a dit, lors d'interview, c'est la chance de sa vie. C'est ça qui va lui permettre de devenir quelqu'un. Et donc là, il s'enflamme. Et puisqu'il est quand même sous la pression d'avocats de la défense qui ont raison de pointer ses lacunes, ses failles, ses erreurs dans les dossiers, dans son dossier, et qui vont l'emmener ailleurs aussi. Sur les avocats, il faudrait insister là-dessus parce que j'ai parlé des responsabilités comme ça aujourd'hui avec un peu de recul, d'autant qu'un avocat sort un livre lui aussi. Je pense que ce sont eux et lui entre autres. Qui est-ce qui sort ce livre, Gérard Welzer, qui est l'avocat de Bernard Laroche, sort un livre et où il essaie de défendre l'honneur de Laroche et de son épouse. Et donc c'est les avocats des deux camps, parce que l'avocat de Christine Villemain, donc Henri-René Garot, pour se payer dans cette histoire, il lui fait faire des photos. Et eux, ils ont 24, enfin, Christine a 22 ans, lui a 25 balais. Ils ne savent pas, ils n'ont pas l'argent. Ouais, ils n'ont pas les moyens, dans tous les sens du terme, de se défendre. On sent ça. Non, ils se font dévorer par tout le monde. Ils sont perdus. Garot est amené là par un journaliste d'Europe 1 qui se dit... c'est comme ça, d'ailleurs, qu'Elkabbach a pu faire l'interview de Christine Villemain. C'est des bagarres entre les radios. Et donc, comment dire, Garot va fabriquer... Ça va complètement... à l'antithèse d'une défense honnête, quoi. Parce que si on veut défendre un couple dont l'enfant a été assassiné, on les fait pas poser devant Paris Match, faire des couvertures maquillées, souriantes, des choses comme ça. Et Christine Villemain est la première victime de ça. Jean-Marie Villemain aussi. Donc ils étaient entraînés dans une sorte d'engrenage comme ça. Et d'ailleurs, Garot est resté jusqu'au bout, quoi. Mais eux étaient perdus. Ils n'avaient pas... D'ailleurs, tout l'argent des photos, comme l'argent des livres, ils ont été condamnés, ils n'ont tiré aucun bénéfice. Ça a été ou pour payer l'avocat, ou pour payer ensuite pour indemniser Marie-Ange Laroche et Muriel Boll. Donc il y a les avocats de ce camp-là, et puis il y a les autres avocats, qui sont les avocats de Paul Pron surtout et Gérard Welzer, les avocats de Laroche, qui ont réussi, comme le juge était influençable, à petit à petit rentrer dans son cerveau, à faire des actes de procédure. En même temps, ils ont fait leur job d'avocat, qui était de sauver leurs clients. Ceci dit, ils ont usé de moyens qui sont plus que limites, quoi. Avec les plaintes, pareil, ils ont vendu la photo du cadavre de Laroche a été vendue. Il y avait des surenchères, donc la manière dont la presse a été actionnée par les deux camps, j'allais dire l'un a été plus habile que l'autre, quoi. Mais tout ça a provoqué l'assassinat de Bernard Laroche et a provoqué aussi cette sorte de gabegie, de tunnel dans laquelle chacun est rentré, quoi. Ouais, oui, puis vous avez, quand les gens viennent mentir et hontément, parce que quand on connaît le dossier, on sait
On sait que Muriel Boll n'est pas montée dans le bus ce jour-là. Il y a des témoignages. On sait que la voiture a fait tel itinéraire. Je veux dire, on a des certitudes qui sont liées au dossier. Ça ne veut pas dire que la vérité est là-dedans, mais on ne peut pas non plus continuer à mentir éhontément. On sait pourquoi certains actes de procédure... Certitude que vous aviez à l'époque déjà ? À l'époque, moi, j'étais, si vous voulez, j'avais pas d'opinion. C'est-à-dire que, au fond de moi, j'avais de la compassion et plus que de la compassion pour les parents. Et quand je voyais Bernard Laroche en bleu de travail, etc., je me disais, le type, il n'a pas une tête d'assassin. Mais j'en savais fichtre rien. Et donc, peut-être ce qui m'a préservé de la folie, parce qu'il y a un certain nombre de mes confrères de l'époque qui sont tombés en dépression, qui ont fait de cette histoire l'histoire de leur vie. Il y a eu On pense à Laurence Lacour, hein, il y a eu Laurence, mais il y a aussi ce journaliste de la liberté de l'Est. Des Innocents. Qui a arrêté le journalisme. Philippe Jechou, par exemple, qui était journaliste de la Liberté de l'Est, a pété un câble à un moment donné, où les journalistes se battaient. Enfin, il y avait des batailles homériques sur ce truc. C'était absolu. Et moi, j'étais toujours le type. Enfin, voilà, j'étais toujours un pas de côté. Je les regardais avec un petit sourire en coin. Peut-être que j'emmerdais tout le monde, mais c'était un peu ça, quoi. Et je me suis dit, il y a une incroyable histoire, saga à raconter. Mais quand je commence à faire mon premier papier le 18 octobre, à l'époque, il n'y avait pas d'internet. On allait dicter les papiers au sténo de Libé. D'abord, j'envoyais souvent des papiers qui étaient assez courts. J'avais l'habitude, hein, c'était des papiers où on les retrouvait en bas de page. Là, c'était une du journal. J'ai fait, je ne sais plus, 10, 15, 20 une de journaux. C'est-à-dire une, pas forcément la photo de couverture, mais le bandeau de en haut ou des trucs. Donc, c'était assez... je veux dire, j'ai aimé, malgré l'horreur du fait divers, ça, parce que j'avais la liberté d'écrire. C'est-à-dire que j'avais toujours un regard un peu décalé. C'est pour ça que les papiers tiennent la route et que j'étais pas dans un trip de la Roche assassin, Christine Villemain, même si il y a des moments où c'est vrai que j'ai des doutes. J'ai douté en permanence pendant... Aujourd'hui, je doute toujours sur certains aspects, mais ayant lu une partie du dossier, parce qu'il y a quand même combien, 18 ou 20 000 pages aujourd'hui, il y a 12 000 cotes. 19 000 pièces, ouais. Alors ça fait quoi, 80 000 pages. Vous voyez, pour lire ça, il faut... Donc il y a des choses, et je pense qu'il y a des choses qui peuvent encore être découvertes, quoi. Et donc c'est un dossier qui est quand même monstrueux, quoi. Donc, et justement, par rapport au dernier rebondissement, on a beaucoup parlé d'Anacrim, ce fameux algorithme qui a permis de croiser les emplois du temps, les agendas des uns et des autres, et qui aurait visiblement contribué, moi je n'ai pas enquêté contrairement à vous, qui aurait beaucoup contribué justement à ces nouvelles arrestations, ces nouvelles mises en examen. Est-ce que ça a été aussi fondamental que ça, d'après vous, Patricia Perron ? Moi, je ne trouve pas. Franchement, le travail de Anacrim permet... L'avantage, c'est de mettre en perspective tous les événements, les emplois du temps de chacun, les relations de chacun. Et le PV d'Anacrim, global, ça fait quand même 591 pages. Donc évidemment, là-dedans, il y a plein de pistes. La synthèse fait une 30aine de pages. Mais je pensais avoir redécouvert, je pensais qu'Anacrim avait permis de redécouvrir certaines choses, notamment les repérages qui sont effectués autour de la maison de Grégory, de son école maternelle, un mec qui est vu avec un fusil en train de repérer la veille à 17h à côté de la maison des Villemain. Ça, finalement, ça existait déjà dans les PV de l'époque. C'est pas nouveau. Voilà. L'avantage, c'est que ça remet en perspective. Il y a des critiques sur le fait que... de la part des avocats des époux Jacob, qui disent que l'alibi de Marcel Jacob n'aurait pas été intégré par la machine. Donc la machine, voilà. Bon, mais voilà, ça remet à plat, mais ça ne nous apporte pas fondamentalement voilà, le truc, quoi. Qu'est-ce qui a créé ce nouveau déclic, alors, justement, entre guillemets ? Anacrim, c'est une intelligence artificielle qui a été créée il y a qui a commencé à être imaginé en Californie il y a une vingtaine d'années, et c'est l'adaptation d'une intelligence artificielle américaine qui s'appelle Coplink, qui a servi dans des enquêtes aux États-Unis pour trouver un certain nombre de tueurs, etc. Mais effectivement, elle est alimentée par des hommes, en France par des gendarmes, là-bas par des policiers du FBI ou d'ailleurs, et donc on lui file des informations, et généralement la force d'Anacrim, c'est que si vous voulez, c'est branché sur toutes les investigations policières. Par exemple, dans une ville, je pense à Baltimore par exemple, les infractions routières, ce genre de choses, on peut les connecter avec des déplacements de personnages et de suspects, et on arrive à éliminer les impossibilités. Donc ce qu'a permis Anacrim dans l'affaire de la Vologne, alimenté
par les informations données par les gendarmes et connectées aussi les emplois du temps, les déplacements des uns et des autres, c'est les impossibilités, quoi. C'est-à-dire qu'on voit très bien avec Anacrim que Christine Villemain, matériellement, on le savait déjà, mais Anacrim le prouve, ou que un tel n'ont pas pu être là à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc ça élimine tout un tas d'hypothèses et ça conserve des hypothèses plausibles. En ce sens, ça peut aider, quoi. Et ce travail de collecte d'informations et d'interconnexion d'informations, un cerveau humain ou un être humain ne peut pas le faire seul. Donc c'est effectivement l'avantage. Mais effectivement, quand on lit le rapport, d'abord c'est très fastidieux, et puis on est déçu, quoi, parce que évidemment c'est pas la solution. Et là, par exemple, Marcel Jacob donc a été mis en examen pour, je connais pas le chef, enlèvement et séquestration suivi de mort de Grégory. Et parce que lui, d'après Anacrim, il n'avait pas d'alibi ce jour-là. Or, les avocats de Marcel Jacob se sont très vite rendus compte qu'il avait effectivement un alibi, puisque ce jour-là, il était en principe dans son usine de tissage à travailler de 14h à 21h, et il y avait une réunion syndicale avant. Alors, c'est très intéressant. Non, mais Anacrim dit, et n'intègre pas cet alibi, mais ils disent quand même que son alibi est invérifiable aujourd'hui. C'est ce que je veux dire. Quand on discute avec des gens qui ont travaillé à l'époque, ils disent oui, mais quand on était syndicaliste, on pouvait rentrer ou sortir, ça posait aucun problème. Sauf que dans le PV de l'époque, on voit Marcel Jacob, alibi vérifié. Et c'est un gendarme qui écrit ça. On ne sait plus quel gendarme, on ne sait pas comment ça a été vérifié, etc. Mais c'est central parce que, on voit bien que là, ils sont mis en examen, Marcel Jacob et son épouse Jacqueline, qui travaillaient dans la même usine. Et leur alibi, c'est ça. Donc pour eux, c'est quand même assez fort. C'est compliqué de les amener aux assises sur cette base-là. Sauf qu'il y a peut-être des éléments qu'on ne connaît pas, sauf qu'il y aura peut-être de nouveaux témoignages, etc. Mais vous voyez, on est sur des détails comme ça, quoi. Et c'était ma question suivante, c'est où en est l'affaire à l'heure actuelle, et est-ce que vous pensez qu'il y a une chance qu'il y ait un procès, sachant ces deux nouvelles mises en examen. Muriel Boll aussi, je crois, est mise en examen. Oui. Donc voilà, est-ce que les choses vont évoluer? Oui, parce que là, pour l'instant, Muriel Boll doit être réentendue. Elle persiste à dire qu'elle a pris le car le soir du 16 octobre, qu'elle n'est pas montée dans la voiture de son beau-frère, etc. Malgré donc plusieurs témoignages qui démontrent que c'est faux et qu'elle est bien allée avec Bernard Laroche sur les hauteurs de l'Épange. Ils sont vus par Madame Clodon et son amant Monsieur Collin. Enfin bon, il y a plusieurs témoignages. Ses copines d'école qui ne la voient, qui disent, elle n'était pas dans le bus, elle est partie dans la voiture verte. Donc voilà, il y a de ça. Elle va être réentendue encore, réinterrogée. Bon, après, elle s'est emmurée dans le secret, quoi. Donc, oui, voilà. Elle ne veut plus parler. Malgré tout, il y a quand même quelques éléments qui montrent qu'elle était dans la voiture. Alors, passive ou active ? Quel est son... Voilà, la justice est en train d'explorer ce truc-là. Mais je pense que la juge Barbier de Dijon, elle est partie pour continuer et pour essayer d'aller jusqu'à un procès. Après, effectivement, les Jacob peuvent être peut-être acquittés ou que ce qui leur est reproché, le chef d'accusation, soit transformé. Par exemple, en association de malfaiteurs en lien avec un projet criminel. Ce qui peut-être, au vu des éléments du dossier, serait plus solide, parce qu'on voit bien que dans cette famille, quand même, il y a un petit clan qui rumine et qui sont plutôt malfaisants, quoi. Voilà, mais il y aura peut-être un procès. Vous posiez la question d'une chance. Moi, je pense qu'il y a une nécessité de procès. Et en fait, ce fait divers est tellement particulier. Il suscite tellement de passion depuis 33 ans maintenant. Il a suscité tellement aussi de dépenses en termes de judiciaire. Moi, je ne reproche pas du tout de faire des recherches. Au contraire, c'est que si ça se termine par une sorte de conclusions qui
n'en est pas une avec, ben voilà, on ne sait pas. Il y a d'abord un deuil qui ne sera jamais fait par la famille, y compris d'ailleurs par la famille de Laroche, parce qu'ils vont, tous ces gens-là ils ont quand même un lourd fardeau sur leurs épaules, mais le pays entier se pose des questions par rapport à ça. Et le temps d'un procès d'assises, on l'a vu avec le procès de Jean-Marie Villemain, qui est c'était quand même un moment, on était à l'épicentre de toutes les haines et tous les personnages pendant 6 semaines ont été rassemblés et il y avait chaque jour, c'était très très particulier ce procès. Vous l'avez couvert, hein? Oui, je l'ai couvert et donc je l'ai relu là, à l'occasion du livre. Et c'est vrai que toutes les questions, tout ce dont on parle aujourd'hui, ces témoins, Madame Clodon et tout ça, tous ces gens-là étaient vivants, sont venus s'exprimer. L'audition de Jean-Michel Lambert, l'audition de Jean-Marie Villemain, l'audition de Christine Villemain, l'audition de Marie-Ange Laroche. Enfin, chaque jour, il y avait, c'était à la fois très émouvant, très palpitant, bourré d'informations. J'ai des milliers de pages de notes sur ce truc. Mais en même temps, le procès qui était le procès de Jean-Marie Villemain était évidemment aussi le procès de l'assassinat de Grégory Villemain. Et donc ce rendez-vous judiciaire était très important pour les uns et les autres, et pour le public aussi, pour les chroniqueurs judiciaires. On a pu faire une sorte d'état des lieux de la procédure et du procès. Ça s'est soldé, en l'occurrence là, par la condamnation de Jean-Marie Villemain. Donc aujourd'hui, je pense un rendez-vous doit être organisé, un procès d'assises doit ressortir quand les procédures, tous les pourvois qui sont tentés, toutes les tentatives d'annulation des parties qui n'ont pas envie qu'il y ait de procès. En même temps, tous les avocats ont plutôt envie de faire leur numéro, donc ils ont tous plutôt envie qu'il y ait un procès, mais ce procès est nécessaire. Et si ça se termine par un acquittement, au moins un jury populaire décidera d'acquitter Muriel Boll. Peut-être qu'il y aura d'autres mises en examen, peut-être qu'il y aura d'autres témoins, d'autres expertises. On ne sait jamais, l'ADN, ça n'a pas marché, mais il y a des expertises qui sont en cours, il y a des commissions rogatoires en cours, et je pense que si ces magistrats font ça, c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour accabler un tel ou un tel, c'est parce que leur tâche est d'accéder à cette vérité qui pour l'instant est assez inaccessible. Le seul problème, c'est que Muriel Boll étant mineure au moment des faits, elle avait 15 ans, il est possible que ce soit une cour d'assises des mineurs, donc qui juge à huis clos l'ensemble des personnes. Et ça, ce serait terrible, parce que s'il n'y a pas de procès public, pour que les journalistes, pour que tout le monde en France soit informé de détails de chaque journée, de chaque témoin qui passe, de chaque preuve qui est examinée, ce serait un peu fichu, quoi. Ah, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas que c'était... On apprend des choses en regardant Télérama.fr. Et vous pensez que les passions seront les mêmes qu'il y a 25-30 ans autour d'un tel procès, s'il a lieu? Je ne sais pas, elles ont pu s'estomper, mais pour toute une génération de gens qui ont entre 40 et 70 ans, on va dire, cette affaire reste une énigme incroyable. Et pour les gens qui sont plus jeunes aujourd'hui, avec les nouveaux rebondissements, la manière dont tous les journaux de 20 heures ont ouvert là-dessus pendant plusieurs jours, le suicide de Lambert, il n'y a qu'à regarder les pages Google, c'est énorme. Donc il y a comme une frénésie autour de cette histoire, même si évidemment en 33 ans, c'est plus tout à fait pareil, parce qu'il y a 33 ans ou il y a 30 ans, enfin pendant les 2-3 années où le fait divers a fait la une des médias, il y avait cette électricité où on se disait peut-être qu'on va trouver le coupable, peut-être qu'on va y arriver, enfin, etc. Aujourd'hui, on est dans un temps qui est différent, puisque les gens se murent dans le silence, mais il peut y avoir des témoins de dernière minute, il peut y avoir... Tout peut arriver, quoi. À suivre donc. Merci beaucoup, Patricia Tourangeau, merci Denis Robert, et à bientôt.